Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui va vous choquer, comme souvent j'ai envie de vous dire, mais avant tout, laissez-moi vous présenter le sponsor qui m'accompagne pour cette vidéo, Emma Sleep. Je pense ne pas me tromper en affirmant que vous êtes nombreux à connaître cette ancienne qui a déjà fait ses preuves. D'ailleurs, leur matelas Hybrid 2 a été élu meilleur matelas testé en France pour l'année 2023. Après, pour ceux qui ne sont pas encore prêts à changer de matelas, pas de panique, Emma propose une gamme complète d'accessoires et de lignes, des couettes, des parures, des oreillers, la totale. Moi, voyez-vous, j'aime dormir, comme tout le monde clairement, mais ce que j'aime surtout, c'est bien dormir. Et autant vous dire que c'est le cas avec Emma. Regardez-moi ces oreillers moelleux et incroyablement confortables. Je dors sur mes deux oreilles depuis que je les aime, sans parler de ces draps. Non mais regardez-moi cette beauté qui recouvre mon lit et m'aide à dormir chaque nuit, après vous avoir raconté toutes ces histoires bien sordides. En plus, les motifs sont très raffinés, comme moi, n'est-ce pas? Dites oui. Plus sérieusement, les produits sont garantis 10 ans et la livraison et le retour sont gratuits, donc c'est sans risque. Et pour ceux qui se posent la question, oui, vous avez la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais. J'ai bien sûr un bon plan pour vous, hein. En ce moment, c'est les soldes d'hiver, donc il y a jusqu'à moins 50% sur tout le site emma.fr. Et avec mon code Boucassine, vous avez une réduction de 10% cumulable. Et mon code est valable durant toute la durée des soldes, du 8 janvier au 4 février. Je vous mets bien sûr toutes les informations dans l'espace info et sur un commentaire épinglé. Rendez-vous sur le site emma.fr les gars, prenez votre sommeil en main. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. You were told that Daniel Groves panicked. Ladies and gentlemen of the jury, does this look like panic to you? Does it? L'histoire d'aujourd'hui concerne le petit Dylan Groves. Il est né le 10 janvier 2019 à Portsmouth, dans l'état de l'Ohio, au sein d'un foyer totalement instable, et il part avec d'énormes handicaps avant même sa naissance. Sa mère est Jessica Dawn Daniel, elle est née en 1986 dans l'Ohio, dans une famille modeste, et même si on a peu d'informations précises sur son enfance, son entourage décrit une jeunesse marquée par des difficultés familiales et des comportements impulsifs. Jessica n'a jamais été brillante à l'école, elle n'a pas terminé ses études secondaires, et c'est au sortir de l'adolescence qu'elle rencontre Daniel Groves. Daniel est né en 1983 dans l'Ohio et lui aussi a grandi dans une famille pauvre et instable. Il n'a pas fait d'études supérieures et il enchaîne les petits boulots mal payés. Il est ouvrier ou simple employé. Ses proches le décrivent comme introverti et très influençable, et contrairement à Jessica, ce n'est pas un garçon violent. C'est même tout l'inverse, hein. Il est très passif et d'après ses proches, il cherche toujours à éviter les confrontations. Lorsqu'ils se rencontrent, Daniel et Jessica tombent amoureux. Ils s'installent ensemble à Scioto, une petite ville dans l'Ohio, et en novembre 2005, Jessica donne naissance à leur premier fils, Daniel Junior, que je vais surnommer Danny pour ne pas que ça prête à confusion avec le prénom de son père. Après la naissance de son fils, Jessica reprend ses études et elle obtient son diplôme d'infirmière auxiliaire. C'est un travail tout à fait honorable, hein. Daniel travaille également de son côté, ils vivent plutôt convenablement, mais voilà que tous les deux tombent dans la drogue. Et quand je vous dis drogue, je parle de méthamphétamine, d'héroïne et de fentanyl. Alors le fentanyl, c'est un anesthésique au départ, qui est ensuite devenu l'une des drogues les plus consommées aux États-Unis. Et c'est cette drogue, hein, qui est au cœur de la crise américaine des opioïdes depuis le début des années 2010. C'est un fléau aux États-Unis, les gars. Ça ravage des familles et des quartiers tout entiers. Jessica est infirmière, donc c'est assez facile pour elle, hein, de s'en procurer. Et ceux qui la côtoient durant sa rapide descente aux enfers disent d'elle qu'elle devient très vite instable. Elle est dorénavant autoritaire et manipulatrice, ce qui est caractéristique, hein, des personnes dépendantes aux drogues dures. Daniel est lui aussi dépendant, mais son caractère ne change pas énormément. Il est toujours aussi effacé. Et c'est dans ces conditions qu'ils élèvent leur premier fils, Danny. Ils vivent précairement, forcément, puisque la drogue, ça coûte cher. Jessica est même plusieurs fois arrêtée pour possession de drogue, mais leur fils ne leur est pas retiré par les services sociaux. Et en 2018, Jessica tombe enceinte de son deuxième fils, Dylan. Et malgré ça, elle continue de se droguer. Jessica sait, hein, que c'est un énorme risque pour son bébé, vu qu'elle a été infirmière auxiliaire, mais ça ne l'arrête pas. Et la conséquence, vous vous en doutez, c'est que l'enfant consomme lui-même cette drogue par le biais de sa mère, donc il nourrit lui aussi une dépendance à la drogue. Durant la grossesse de son épouse, Daniel perd son travail, il était employé dans un magasin de fournitures agricoles. C'était un emploi plutôt stable, mais voilà les gars, la drogue. Et le pire reste à venir.
Le 10 janvier 2019, vers 5 heures du matin, Jessica et Daniel se précipitent aux urgences de Portsmouth puisque Jessica est en train d'accoucher. Et tout de suite, le personnel médical remarque que le comportement de Jessica est anormal. Elle est défoncée. On lui demande ce qu'elle a pris pour éviter de lui administrer un produit qui pourrait la tuer ou tuer son bébé, mais elle refuse de répondre. Et idem pour Daniel, il a l'air complètement ravagé. Quand Daniel naît, ce matin-là, c'est sans surprise qu'on découvre qu'il a ce qu'on appelle le syndrome de sevrage néonatal. En d'autres termes, il naît dépendant aux opioïdes en plus d'être prématuré. Le manque, c'est très douloureux. Ça lui donne des frissons, elle a beaucoup de diarrhée, ses fesses sont écorchées, ça provoque aussi des douleurs musculaires, elle tremble beaucoup, c'est très gênant. C'est comme lorsqu'avant de vous endormir, vous avez l'impression de tomber et soudain vous sursautez. Elle ressent ça constamment. Elle a cette impression à chaque seconde. Ce qu'on va regarder sur le long terme, ce sont les problèmes au niveau de la taille de la tête, de celle du cerveau. On ne pense pas qu'il y ait des problèmes d'apprentissage, mais il pourrait y avoir des problèmes de comportement, comme des troubles de l'attention. Mais pour le moment, on ne le sait pas avec certitude. Il est aussitôt placé sous oxygène et le personnel médical procède à des prélèvements sur Jessica et sur son fils. Les résultats tombent, ils sont tous les deux positifs à la drogue. Et quand je vous dis drogue, c'est tout le package, méthamphétamine, fentanyl et morphine. L'hôpital prévient aussitôt les autorités parce que ça, c'est de la maltraitance sur enfants. Jessica est interrogée par la police et par les services sociaux. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle l'a découvert au moment de perdre les os. Sinon, elle n'aurait pas pris de drogue, évidemment. Bon, ça, c'est assez peu crédible, puisque souvenez-vous que Jessica a déjà été enceinte et elle était infirmière auxiliaire. Quoi qu'il en soit, le petit est récupéré par les services sociaux et il est placé chez une mère nourricière, Andrea Bowling, et les médecins mettent en place un traitement pour l'aider à se sevrer. Avec un peu de temps, il peut guérir, d'autant qu'Andrea est très à cheval sur les rendez-vous avec le pédiatre. Elle le garde avec elle plusieurs semaines, et pour vous parler un peu des conséquences sur un nourrisson, Dylan tremble et transpire constamment. Il est en manque, comme un adulte dépendant en fin de compte. Andrea prend soin de lui, elle suit le traitement, et au fil des jours, Dylan commence petit à petit à se remettre. Il prend même du poids, mais Daniel Groves demande à récupérer la garde de son fils. Daniel avait lui aussi été soumis à un dépistage à l'hôpital et il s'était révélé négatif, étonnamment d'ailleurs. Donc en théorie, il n'est pas une menace pour son fils, puisqu'il n'a pas de problème avec la drogue. Et il assure que Jessica a quitté leur domicile. Elle suit dorénavant un programme de désintoxication et elle rentrera quand elle se sera soignée. Pas de panique. Et il propose même de superviser les visites de Jessica quand elle viendra voir leur fils. Et si ça peut aider, il peut même poser un congé à son travail pour veiller sur Dylan et sur ses besoins. À ce moment-là, il ment aux services sociaux. Il ne leur dit pas qu'il a été licencié 6 mois plus tôt. Les services sociaux examinent méticuleusement sa demande et ils recommandent au juge des affaires familiales de ne pas renvoyer le bébé chez lui. Il y a un trop gros risque. Il est préférable de laisser Dylan chez sa mère nourricière au moins le temps qu'il guérisse. Mais malgré ça, le juge ordonne le retour de Dylan chez Daniel dès le mois de février, soit environ 1 mois après sa naissance. Ce qui est prévu, c'est que les services sociaux surveillent le petit 1 fois par semaine pour s'assurer qu'il est en sécurité et en bonne santé et que Jessica ne vive pas sous le même toit que lui. Mais elle a le droit de lui rendre visite sous la supervision de Daniel. De son côté, Daniel doit ramener son fils chez le pédiatre toutes les semaines pour s'assurer que le traitement de sevrage fonctionne bien et que son fils prenne du poids. Et il doit également se soumettre lui-même à un test de dépistage régulièrement pour s'assurer qu'il ne prend pas de drogue. Ok. Moins d'1 mois après le retour de Dylan chez son père, les services sociaux et le pédiatre n'ont plus de nouvelles de Daniel. Il ne se rend plus à aucun rendez-vous. Et lorsqu'on l'appelle, il ne répond pas au téléphone. Le travailleur social qui est en charge de ce dossier se rend à plusieurs reprises chez Daniel, mais il n'y a jamais personne à la maison. Le travailleur social se rend même à l'école où est scolarisé Danny. À ce moment-là, il a 14 ans et il lui donne un message à l'attention de son père, une note qui lui demande de les rappeler, mais toujours pas de nouvelles. Le 25 février, le travailleur social retourne chez Daniel et cette fois, il le trouve à son domicile avec Dylan, mais également avec Jessica. Là, Daniel explique que sa femme est simplement venue pour sa visite supervisée. Pas de panique. Le travailleur social le sermonne et lui demande de coopérer avec les services sociaux pour le bien du petit, ce que Daniel accepte de faire. Mais après ça, rebelote. Le pédiatre et les services sociaux n'ont plus de nouvelles.
Le 27 mars, les services sociaux se rendent une nouvelle fois au domicile des Groves et là encore, ils trouvent Daniel, Dylan et Jessica. Daniel explique que c'est la visite supervisée de Jessica, encore une fois. Donc pas de panique. Le travailleur social lui demande une nouvelle fois de coopérer. Daniel accepte, le travailleur social repart. C'est la dernière fois que le petit Dylan sera vu vivant. Après ça, Daniel ne se rend plus à aucun rendez-vous avec les services sociaux ou avec le pédiatre de son fils. Les services sociaux tentent de le joindre à plusieurs reprises et systématiquement, Daniel leur fournit une excuse par SMS. Il est malade, ou bien il a eu une panne de voiture, ou alors il rend visite à son père dans un autre état. Les services sociaux appellent le travail de Daniel et c'est là qu'ils apprennent qu'il n'y travaille plus depuis presque un an. Au début du mois d'avril, le juge des affaires familiales rend finalement une ordonnance dans laquelle la garde de Dylan est de nouveau confiée aux services sociaux. Mais lorsque les travailleurs sociaux se rendent chez Daniel à 4 ou 5 reprises durant le mois d'avril, il n'y a jamais personne. Les services sociaux parviennent malgré tout à retirer Danny de son collège. Il est placé chez son oncle le 24 avril, mais impossible de mettre la main sur ses parents ou sur Dylan. À chaque fois que le travailleur social se rend chez eux, il n'y a personne. Et c'est finalement le 30 avril que les services sociaux alertent le bureau du shérif pour leur signaler la disparition du petit Dylan. Là, vous vous demandez certainement pour quelle raison ça a pris autant de temps. 1 mois quand même. Eh bien, la réponse est simple. L'argent. Lorsque le travailleur qui suit la famille Groves parle à son responsable de la disparition de Dylan et du fait qu'il faut le signaler aux autorités pour lancer une alerte Amber, le responsable l'en empêche au motif que son agent sera mal noté. Et donc, ils perdront de l'argent. En gros, aux États-Unis, les services sociaux sont sous-traités par des sociétés privées, un peu comme la CAF et la Sécurité sociale en France, si je vous dis pas de bêtises. S'ils déclenchent une alerte enlèvement ou qu'ils perdent un enfant, leur agence est mal notée. Donc ils risquent de perdre un contrat avec l'État. Bon, je sais que c'est très capitaliste tout ça, mais voilà, c'est la raison pour laquelle les services sociaux ont mis autant de temps à déclarer la disparition du petit Dylan. Toujours est-il qu'après avoir été informé par les services sociaux, le shérif se rend chez les Groves le 20 mai, mais il n'y a personne dans la maison, hormis des chiens qui aboient. Il interroge les voisins et là les voisins lui confirment que Jessica vit bien dans la maison avec Daniel, elle n'a même jamais quitté le domicile. Mais elle et son mari sont rarement chez eux, ils partent tôt le matin et ils rentrent tard le soir. Cela dit, les voisins n'ont pas l'impression qu'il y a un bébé dans la maison. En tout cas, depuis plus d'1 mois, ils n'entendent plus de pleurs de bébé. Et pendant que le shérif discute avec eux, il aperçoit Jessica et Daniel dans un véhicule qui s'approche de la maison et qui s'arrête au milieu du chemin. Le shérif se dirige vers eux, mais le véhicule prend la fuite dans un champ et il disparaît. Il faut attendre presque 20 jours supplémentaires pour qu'un juge délivre enfin un mandat de perquisition pour le domicile des Groves. Des agents de police se rendent donc chez Daniel et Jessica le 10 juin et cette fois ils sont présents. Et c'est même Jessica qui leur ouvre. Elle est énervée, elle va en découdre carrément. Les agents de police demandent à voir Dylan mais il n'est pas là. Et Jessica et Daniel refusent de leur dire où il se trouve. Ils sont embarqués au commissariat de police, ils sont interrogés séparément et quand on demande une nouvelle fois à Jessica où est son fils, elle répond que les services sociaux sont passés le récupérer chez elle quelques semaines plus tôt. Ce qui est faux bien sûr. Daniel est dans une autre pièce, il est également interrogé et ce qui saute aux yeux des enquêteurs c'est qu'il est nerveux. Il ne tient pas en place. On lui demande où est son fils et il répond lui aussi qu'il a été récupéré par les services sociaux. Les enquêteurs insistent et Daniel finit par avouer qu'en fait, son fils est mort. Il s'agirait d'un terrible accident. Le lendemain, il accepte de conduire les enquêteurs à l'endroit où se trouverait la dépouille de son fils. On n'a pas de détails sur l'endroit en question, mais il s'agit d'un bois pas très loin de chez eux. Mais sur place, on ne trouve rien. Là, les enquêteurs comprennent qu'on les fait tourner en rond pour éviter de retrouver le corps de Dylan. Et si Daniel et Jessica ne veulent pas avouer où ils se trouvent, c'est que ça doit être grave, très grave. Le 12 juin, les enquêteurs changent de stratégie. Ils réunissent Jessica et Daniel dans une même pièce et ils les enregistrent. Et ça paye. Bon, d'abord, Jessica explique à Daniel qu'elle s'inquiète pour ses chiens, puis ils en viennent à parler de l'endroit où ils ont caché leur fils. Et ce n'est pas l'endroit où Daniel a conduit la police. Il a effectivement cherché à les induire en erreur. Daniel est une nouvelle fois interrogé et cette fois, il accepte de conduire les enquêteurs à l'emplacement du corps. Il s'agit d'un puits abandonné au milieu d'un champ à 15 km de leur domicile. Ce sont les pompiers qui procèdent à l'inspection du puits, puisqu'il faut d'abord le vider, ce qui leur prend d'ailleurs plusieurs heures. Et tout au fond, sous des gravats, ils retrouvent une grosse caisse de lait dans laquelle il y a effectivement un nourrisson enveloppé dans des sacs en plastique. La caisse était attachée à des poids pour l'empêcher de remonter à la surface. En attendant les résultats de l'autopsie, Daniel est réinterrogé et il nie avoir fait quoi que ce soit à son fils. Il raconte que le 28 mars, il est rentré
rentré chez lui, il a trouvé le corps de son fils inanimé sur son tapis de jeu. Jessica lui avait dit que leur fils était mort à la suite d'un terrible accident. Donc il l'a aidé à cacher le corps, rien de plus. Jessica est réinterrogée à son tour et elle finit par avouer. Oui, c'est bien elle qui a causé la mort de son fils, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Elle va bien sûr tout nous expliquer. Dylan pleurait, elle ne parvenait pas à le calmer, elle l'a un peu trop secoué et il est mort. C'était un accident. D'accord, le syndrome du bébé secoué, c'est possible, ça arrive en tout cas. Sauf que ce n'est pas ce que révèle le rapport d'autopsie. Le corps de Dylan était en état de décomposition avancée quand on l'a retrouvé, mais le médecin légiste a pu relever plusieurs fractures au bras, aux jambes, aux côtes et au crâne. Il y a également des signes de malnutrition sévère et son corps est recouvert d'ecchymoses et de lacérations. Il a été massacré. Les blessures étaient récentes pour certaines et plus anciennes pour d'autres, ce qui signifie que les violences se sont étendues sur plusieurs semaines. Et autre point important, le rapport toxicologique du bébé était positif à la méthamphétamine. Et là, il n'y a pas 40 explications possibles, les gars. Soit il a tété le sein de sa mère qui consommait de la drogue, soit on lui en a fait ingérer. Bon, compte tenu de l'état de décomposition avancé du petit, on ne sait pas précisément quelle est la cause du décès. Cela dit, il était déjà mort depuis plusieurs semaines quand on a retrouvé son corps, c'est-à-dire à la fin du mois de mars. Ça correspond aux déclarations de Daniel et c'est précisément au moment où lui et Jessica ont coupé tout contact avec les services sociaux. D'ailleurs, si je ne vous dis pas de bêtises, Dylan est mort quelques heures après la dernière visite du travailleur social au domicile des Groves. Quelques heures après seulement. Daniel est longuement interrogé parce que les enquêteurs veulent comprendre son niveau d'implication dans les violences infligées à son fils. Et puis cette histoire d'accident, ça ne tient pas debout. Et Daniel dit qu'il n'a jamais frappé son fils, pas même secoué. Et il ne savait pas que le petit était régulièrement battu. C'est vrai qu'il a déjà vu des blessures sur le corps de son fils par le passé, mais quand il interrogeait Jessica, elle lui affirmait que le petit s'était blessé tout seul. Comment un bébé de 2 mois peut se blesser tout seul, Daniel ? Comment? Bon, eh bien Daniel finit par admettre qu'il a déjà vu sa femme le frapper à au moins 4 reprises. Soit parce qu'il pleurait à cause de la douleur, soit parce que Jessica était en manque. Cela dit, Daniel tient quand même à préciser un point au sujet de la drogue. Il n'était pas au courant que Jessica en prenait pendant sa grossesse. Elle le lui aurait avoué au moment de son accouchement. Concernant le 28 mars, quand il est rentré et qu'il a vu son fils mort, elle lui a juré qu'il s'agissait d'un accident. Il dit qu'il a voulu sauver son fils et prévenir les secours, mais Jessica l'en a dissuadé. Elle lui a assuré que s'il prévenait les secours, c'est lui qui irait en prison parce que Dylan était sous sa responsabilité à lui. D'autant que lui-même se droguait. Donc il ne serait pas possible de déterminer qui avait fait du mal à leur fils. Donc il a accepté de cacher le corps. Là, j'imagine que vous vous demandez tous comment Daniel a pu réussir autant de tests toxicologiques alors qu'il se droguait lui aussi quotidiennement. Eh bien, la réponse est simple. Son fils aîné. C'est Danny qui remettait des échantillons de son urine à son père, qui les déposait ensuite à l'hôpital. Le jeune Danny est également interrogé, bien sûr, et ce qu'il raconte, c'est qu'avant d'être retiré de chez ses parents, il a plusieurs fois remarqué des blessures sur le corps de Dylan. Une fois, il a remarqué une grosse bosse sur sa tête, c'était vraiment très gonflé. Il a demandé à son père ce qui lui était arrivé, et Daniel lui a répondu qu'il s'était blessé tout seul, avec la trappe-rêve au-dessus de son berceau. Pour les enquêteurs, la responsabilité de Daniel est clairement engagée dans les violences sur son fils. Il ne s'est pas contenté d'aider sa femme à cacher le corps. Non. Il l'a laissé battre le petit Dylan à de nombreuses reprises sans rien faire. En plus d'avoir falsifié des échantillons d'urine pour récupérer sa garde. Et en analysant les échanges téléphoniques entre lui et Jessica, on retrouve de nombreux messages dans lesquels Jessica lui dit clairement qu'elle frappe leur fils parce qu'elle ne supporte pas ses pleurs. Elle menace carrément de le jeter, de s'en débarrasser. Et Daniel, d'après leurs échanges, n'en avait littéralement rien à battre. Ou bien il ne semblait pas suffisamment courageux pour affronter son épouse. Peu importe, c'est au minimum de la non-assistance à personne en danger. Après leur interrogatoire, Jessica est mise en examen pour meurtre aggravé, maltraitance sur enfant, mise en danger d'un enfant, falsification de preuves, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et kidnapping. Kidnapping parce que Dylan a été soustrait aux services sociaux lorsque le juge avait rendu une ordonnance de placement. Daniel, lui, est inculpé pour meurtre, mise en danger d'un enfant, falsification de preuves et atteinte à l'intégrité d'un cadavre.
Le procès de Jessica et Daniel Groves débute le 6 janvier 2020 à Scioto. Daniel plaide non coupable. Jessica plaide au départ non coupable, puis au bout d'1 ou 2 jours, elle finit par plaider coupable pour meurtre avec circonstances aggravantes. Elle assume l'entièreté de la responsabilité du meurtre de son fils. Alors j'ai regardé un petit bout de procès et le point que j'ai trouvé intéressant, c'est la défense de Jessica, à savoir son addiction à la drogue. D'après son avocat, c'est une circonstance atténuante. Alors oui, il y a un fléau aux États-Unis autour de la meth et du fentanyl, ce serait idiot de le nier, mais là le problème c'est pas son addiction. Les services sociaux leur avaient retiré leur fils pour le placer chez une mère nourricière qui s'en occupait correctement. Mais Daniel et Jessica ont forcé pour le récupérer. C'est même pas comme s'ils étaient contraints de s'en occuper. Donc là l'explication la plus simple, c'est qu'ils l'ont récupéré pour l'argent des aides sociales. Jessica ne travaillait plus depuis un moment, Daniel avait été licencié quelques mois plus tôt, et la drogue ça coûte cher les gars. Alors oui, on pourrait dans ce cas-là dire que c'est effectivement à cause de la drogue, puisque c'est la drogue qui les a poussés à récupérer leur fils pour bénéficier des aides sociales qui leur ont permis de s'acheter la drogue. Ok, mais Jessica s'occupait très bien de ses chiens. Elle les nourrissait et elle ne les tabassait pas. Donc quoi? La drogue est sélective et elle choisit qui tu vas tabasser? Là encore, on pourrait dire que non, c'est simplement que Jessica s'en prenait à plus fragile qu'elle. Donc elle avait suffisamment de jugeote pour ne pas s'en prendre à ses chiens et à Danny. Donc elle savait ce qu'elle faisait alors. Jessica est longuement interrogée durant son procès et c'est simple, elle ne se souvient de rien. Enfin si, elle se souvient de ce qui est à décharge, mais tout le reste elle a oublié. Comment son fils est mort? Elle ne sait plus. Comment il s'est retrouvé avec ces dizaines de fractures sur tout le corps? Impossible de s'en rappeler. Et comment est-ce qu'il a eu tous ces bleus et toutes ces lacérations? Aucune idée. En revanche, elle se souvient qu'elle a découvert la grossesse de son fils très tardivement, au moment d'accoucher carrément. Sinon, elle aurait arrêté la drogue. Concernant les échanges téléphoniques entre Jessica et Daniel, ce qu'il prouve, c'est que Daniel aurait pu sauver son fils. Même s'il ne l'a jamais frappé, d'après ses déclarations, il aurait pu à plusieurs reprises récupérer son fils et le remettre aux services sociaux. Mais il n'a rien fait. Danny a également témoigné durant le procès et il affirme que ses parents étaient au courant de la grossesse depuis au moins le mois de novembre. Ils ne l'ont pas découvert au moment de l'accouchement, c'est faux. Et j'imagine que ça a dû être compliqué pour lui d'incriminer ses parents à la barre. Cela dit, il a confirmé que son père ne l'a jamais violenté et qu'il ne l'a jamais vu frapper son petit frère. Le 10 janvier 2020, après 4 jours de procès, Jessica est reconnue coupable de meurtre aggravé. Elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Daniel, quant à lui, est reconnu coupable de complicité de meurtre et de dissimulation de preuves. Il est condamné à 47 ans de prison. Leur fils, Daniel Jr., avait été placé chez son oncle et sa tante après l'arrestation de ses parents. Et aujourd'hui, c'est un grand gaillard de 19 ans qui a poursuivi ses études. En tout cas, au moment du procès, il était au lycée et tout semblait se passer correctement pour lui. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisqu'en août 2021, 2 femmes employées pour les services sociaux du comté de Scioto sont inculpées pour mise en danger d'enfants. La première, c'est Lisa Thomas, 56 ans, et elle a accusé de mise en danger d'enfants dans le cadre de 2 affaires distinctes. La mort de Dylan Groves, bien sûr, et la mort d'une enfant de 5 ans, Annabelle Green. Dans cette affaire qui remonte à juillet 2020, Annabelle avait été laissée à ses grands-parents totalement inapte et elle était morte à la suite de maltraitance. Et pour cette affaire, sa collègue Renée Jean a également été accusée de mise en danger d'enfants et de falsification de preuves. Ce que l'on reproche à Lisa Thomas dans l'affaire Dylan Groves, c'est de la négligence, beaucoup de négligence. Elle a finalement été condamnée, mais je n'ai pas trouvé la sentence sur internet. Et c'est pas la seule à avoir été mise en cause dans l'affaire Dylan Groves. Il y a également Laura Fuller, la directrice des services à l'enfance du comté de Scioto au moment de sa mort. Laura Fuller a été contrainte de démissionner 3 mois avant le procès puisqu'on lui a reproché d'avoir très mal géré cette affaire. Et c'est quand même un euphémisme, mal gérer cette affaire, puisque souvenez-vous qu'un responsable avait attendu 1 mois avant de signaler la disparition de Dylan au bureau du shérif parce qu'il craignait de perdre de l'argent. Cette affaire a soulevé une énorme controverse dans l'Ohio. Vous vous doutez bien comment un nouveau-né a pu être confié à des toxicos alors que les services sociaux recommandaient de ne surtout pas renvoyer le petit chez les Groves. Et ce qui est choquant dans cette affaire, c'est qu'on parle quand même d'un nouveau-né qui a complètement disparu des radars pendant plusieurs mois avant que la police intervienne au domicile familial. Si on prend l'exemple d'un enfant scolarisé suivi par les services sociaux, bon, disons que les services sociaux n'ont pas de nouvelles, mais que cet enfant va à l'école. Bon, on sait qu'il est toujours en vie, mais un nouveau-né, qui plus est sous sevrage, et dans un état comme l'Ohio qui est littéralement ravagé par les opioïdes. Bon, j'ai lu ça en écrivant ma trame, je n'étais pas au courant avant, mais l'Ohio malheureusement rencontre de très très gros problèmes de drogue, et il s'agit de l'un des états les plus
touchés par la crise des opioïdes et également par le syndrome de sevrage néonatal. Et pour information, je n'ai rien trouvé concernant le juge qui a renvoyé Dylan chez ses parents et je pense, mais ça reste mon opinion bien sûr, qu'il aurait dû lui aussi être impliqué. D'ailleurs, ça me rappelle cette affaire que je vous glisse là ou là. Là encore, c'est le juge qui s'était fourvoyé. Toujours est-il qu'avec le meurtre de Dylan, il y a dorénavant beaucoup plus de contrôle sur les agences de services à l'enfance. Andrea Bolling, la mère nourricière de Dylan, a monté une sorte d'association pour faire pression sur les législateurs afin de créer une loi pour renforcer la surveillance des agences de services à l'enfance et surtout éviter que des enfants soient renvoyés chez leurs parents toxicos. Cette loi est en cours, en tout cas c'est ce qui a été promis par les législateurs de l'Ohio. Pour en revenir à notre affaire, Jessica Groves fait appel en avril 2022 et sa demande est rejetée. Puis en juin 2023, elle dépose une action en habeas corpus. Bon, en faisant appel à mes petits souvenirs d'Annalise Keating, un habeas corpus c'est un ensemble de notions juridiques et l'une d'elles stipule qu'une personne ne doit pas être emprisonnée injustement. Si des juristes passent par là, n'hésitez pas à me corriger. Mais en tout cas, je crois que c'est ce qu'avait dit Annalise Keating. Jessica demande donc la réouverture de son procès au motif qu'en 2020, son avocat était incompétent. Donc ses droits n'ont pas été respectés. Bon, j'ai lu un petit peu le document, elle reproche notamment à son avocat de l'avoir laissé plaider coupable et de ne pas avoir demandé un procès distinct de celui de son mari. Selon elle, elle aurait pu être acquittée ou alors avoir une peine moins lourde puisqu'il n'aurait pas été possible de lui attribuer la responsabilité de la mort de son fils sans aucun doute raisonnable. En mars 2024, sa requête est rejetée pour une raison très simple. La loi lui garantit l'assistance d'un avocat, pas du meilleur avocat. Et lorsqu'elle a plaidé coupable durant son procès en 2020, le juge lui avait demandé si elle faisait ses aveux en pleine conscience et elle avait répondu oui. Chapitre clos. Voilà tout pour l'histoire du petit Dylan Groves, ce nouveau-né de 2 mois cruellement battu et tué par sa mère, une soirée de mars 2019. Tell the jury how you killed this baby. It was an accident. Not your excuse. How did you murder this baby? How did you cause these injuries? I have sit here and admitted. Answer the question, please. How did you cause these injuries? It was an accident. Not your excuse for what happened. How did you cause these injuries? How did you cause those rib fractures? By dropping him. By dropping him. Tell the jury. I have to live with this for the rest of my life. How did you cause that? You have devoured my family. Les gars, mais quelle affaire, c'est terrible. Vraiment, cette histoire, elle est terrible. Cela dit, j'ai l'impression que dans cette affaire, la défense a voulu se servir de la drogue comme, vous savez, le fameux raptus. C'est excuse et dédouane de tout. Plus sérieusement, j'ai beaucoup de peine pour les personnes dépendantes qu'on voit d'ailleurs souvent dans les reportages à San Francisco. Je crois que c'est San Francisco. On voit les mêmes dans le centre de Paris, la colline du crack, si je vous dis pas de bêtises. Leur vie est bousillée, vraiment, ils me font beaucoup de peine. Mais là, dans cette histoire, j'ai surtout de la peine pour ce bébé qui a été massacré. Il a été tabassé, il n'a pas été nourri correctement, il a même peut-être été drogué. Et ça, pour moi, c'est la limite. En fait, les personnes qui sont dépendantes comme ça me font de la peine jusqu'à ce qu'elles infligent du mal aux autres. Pour moi, la barrière, elle est là, en fait. Donc, Jessica, malgré toutes les larmes qu'elle a versées au tribunal, je n'ai aucune peine pour elle. J'aurais pu en avoir pour Daniel, mais non, parce qu'il a laissé faire sa femme. On le voit à travers les échanges. C'était quelqu'un qui n'était pas très courageux, mais ça n'excuse pas tout. La couardise n'excuse pas tout. Le petit était en sécurité chez sa mère nourricière. Il a fallu qu'il le récupère, certainement pour l'argent. Donc voilà. Et celui qui me fait aussi beaucoup de peine, c'est Daniel Junior. Miskin, toute sa vie, il va vivre avec ça. Et je pense que ce qui doit être encore plus dur pour lui, c'est que ses parents ne l'ont jamais maltraité. Donc il doit encore peut-être les aimer. J'essaie de me mettre à sa place et franchement c'est pas évident, mais vous mettez-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Il n'y a aucun documentaire encore sur cette affaire aux États-Unis, si je ne me trompe pas, en tout cas j'en ai pas trouvé, donc j'ai pas énormément pu trouver d'images sur les protagonistes. J'ai mis ce que j'ai pu trouver. Et je trouve que cette histoire, elle est très importante, vraiment. C'est le type d'histoire qu'il faut peut-être répéter en boucle pour mettre en garde. Et encore, est-ce que ce type de documentaire vraiment
mettrait en garde des mères enceintes qui consomment des substances, je sais pas. Parce que ouais, c'est malheureux. Enfin bref, mettez-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Et ce que je vous propose à présent, c'est que si cette histoire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.